Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et donc oui, j'ai entrepris de réconcilier Pasteur et Darwin. En fait, le titre vient un peu de quelque chose qui est assez difficile quand on est en sciences, c'est d'expliquer à ses grands-parents ce qu'on fait. Et c'est vrai que si on dit qu'on travaille sur l'écologie évolutive des maladies infectieuses, ça passe pas très bien. Pasteur, Darwin, ça parle un peu plus. C'est deux des figures un peu tutélaires de la biologie. Y a plein de choses à dire sur eux. Une des choses les plus étonnantes, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'ouvrage qui a été écrit mettant les deux en regard, alors qu'ils sont hyper importants en biologie et qu'ils étaient au fait de leur gloire à peu près en même temps. Enfin, Darwin un peu avant. Ils se sont croisés une fois, c'est mon collègue Pierre-Olivier Méthode qui a trouvé une archive là-dessus, à une conférence où Darwin était un peu le patriarche et Louis Pasteur était la vedette française invitée à la conférence. Mais sinon, on les présente souvent en opposition. Opposition, alors je ne vais pas détailler au niveau sociologique, au niveau politique, au niveau religieux. C'est vrai qu'on voit deux caractéristiques assez différentes. Darwin apparaît plutôt comme le chercheur solitaire, recherche fondamentale. Louis Pasteur, lui, était décrit avec son armée de chimaillons, comme disaient les médecins auxquels il s'opposait. Et ils ont, en fait, malgré ces oppositions apparentes, il y a beaucoup de points communs. Un des points communs est qu'ils ont tous les deux eu un gros impact en médecine. Darwin, d'une certaine manière, a son corps défendant. Pasteur, lui, plutôt... Enfin, il a tenté d'avoir un impact en médecine et s'est heurté à une plus grosse résistance. Et en fait, leurs recherches, quand on gratte un petit peu, sont assez complémentaires. Darwin a écrit sur les microbes, contrairement à ce que pensent pas mal de collègues évolutionnistes. Et Pasteur, en fait, les expériences historiques dans les laboratoires de Pasteur, c'était des expériences d'évolution. C'était faire évoluer des bactéries pour les rendre moins virulentes et dans une approche qui était conçue comme telle, comme un mécanisme évolutif. C'est même ça qui distingue en fait Pasteur de Koch. Pour Koch, des bactéries qui ont évolué pour devenir avirulentes, bénignes, ne sont plus de la même espèce. Pasteur, lui, le voit comme un processus évolutif. Pourquoi réconcilier Pasteur et Darwin ? Aujourd'hui, pour ceux qui ont fait des études en biologie, vous avez a priori dû choisir votre camp. Ça s'appelle plutôt la biologie moléculaire et cellulaire, et ça s'appelle plutôt l'écologie et l'évolution. C'est des cursus qui sont assez distincts en France, et de plus en plus, en partie du fait des progrès technologiques, il y a un peu une réconciliation entre ce que Ernst Mayr appelait les deux biologies, la biologie qui est plus fondée sur les processus, qui répond aux questions, on va dire, pourquoi, donc celle-là, et la biologie qui est plus fondée sur les mécanismes, qui répond à la question comment. Alors, on va quand même partir d'évolution, parce que c'est là qu'est ma formation. L'évolution, c'est quelque chose qui est compliqué à représenter par nature, parce que l'évolution, c'est un processus dynamique. Donc représenter de la dynamique en 2D, c'est pas simple. À ce jour, ça reste une des illustrations les plus communes de l'évolution. C'est d'ailleurs la seule illustration de l'origine des espèces, du livre de Darwin. Et l'idée, c'est que ça représente un petit peu, vous pouvez le voir un peu comme un arbre généalogique, d'une certaine manière. Vous avez là des foisonnements de populations, et vous voyez qu'à chaque génération, seuls certains sous-ensembles de ces populations passent à la génération suivante. Donc vraiment, cette idée un peu de le temps va de bas en haut, les populations se diversifient, et déjà du temps de Darwin, c'était ça qu'il avait vu comme manière de représenter l'évolution biologique. Bon, il y a des choses plus précises sur ce diagramme, mais on peut passer. À l'époque de Darwin, ces arbres phylogénétiques, comme on les appelle, sont construits sur des critères morphologiques. On va mettre à côté des espèces qui se ressemblent. La grande révolution qui a lieu après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la découverte de la structure de l'ADN et surtout la capacité à séquencer cet ADN, c'est-à-dire à avoir accès à cette information génétique qui est le point commun de tous les êtres vivants et même de ceux à la frontière du vivant comme les virus. Ce qui est représenté ici, là, chaque ligne correspond à un fragment du matériel génétique d'un individu
Donc vous avez plusieurs individus sur chacune des lignes. Et vous voyez que ces lignes se ressemblent. Vous avez à peu près toujours un G en première lettre, un A. Donc on est sur des individus de la même espèce. Mais par-ci, par-là, vous voyez que parfois, certains individus sont différents. Celui-là a un A au lieu d'un G. Et voilà, bonne nuit. J'ai appuyé sur un mauvais bouton, je crois. Voilà. Et c'est ce qu'on va appeler des mutations. C'est l'idée que nous sommes tous un peu différents. Et en utilisant ces mutations, on peut en fait recréer ces arbres phylogénétiques en faisant l'hypothèse que plus l'ADN est semblable, plus on est proche dans cet arbre généalogique. C'est ce qu'on appelle le principe de parcimonie. Alors, je parle d'individus, mais en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que là, chacun de ces portions de génome proviennent d'un virus, en fait. C'est des virus qui sont issus de l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, mais l'idée est vraiment la même. Vous avez ce génome avec ces mutations. Alors, je vais vous illustrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ces approches qui empruntent au côté pasteurien, on va dire, cet aspect mutationnel, cette biologie moléculaire, et à Darwin, cet aspect phylogénétique et évolutif, en vous parlant d'une étude qui a été réalisée par un collègue de Montpellier qui porte sur ce virus. Alors, je ne sais pas si vous le reconnaîtrez. Bon, il est un peu éventré ici, mais c'est un papillomavirus. Oui, là, c'est l'ADN dont je vous parlais, la molécule d'ADN enveloppée ici, avec la capside virale tout autour. Alors, les papillomavirus, vous les connaissez très certainement. C'est les virus les plus oncogéniques chez l'homme. Ils sont responsables de l'ensemble des cancers du col de l'utérus. Ils sont aussi impliqués dans un grand nombre d'autres cancers anogénitaux. Tous les papillomavirus ne sont pas oncogéniques. Il y a une différence entre les génotypes, et celui qui est ici, HPV-16, c'est de loin le type d'HPV le plus oncogénique. Autrement dit, d'une certaine manière, c'est normal d'être infecté par un papillomavirus. Le problème va venir de si cette infection, peut venir de si cette infection est causée par un HPV-16. Sachant qu'en fait, chez les jeunes adultes, même des infections HPV-16 guérissent naturellement en quelques mois, quelques années. Alors HPV-16 lui-même existe en plusieurs variétés. Vous avez un groupe qui s'appelle A, un groupe qui s'appelle B, C et D. Alors la représentation ici, c'est à peu près la même chose que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, cet arbre phylogénétique. Ce qu'on appelle les extrémités, les feuilles de cet arbre, correspond à un papillomavirus. Et donc plus vous avez des feuilles proches, plus c'est des papillomavirus qui se ressemblent. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces papillomavirus A, B, C et D ? Parce que le HPV-16A est lui-même plus virulent. Donc autrement dit, si vous êtes infecté par un papillomavirus, il vaut mieux pas que ce soit HPV-16, et si c'est par un HPV-16, il vaut mieux pas que ce soit un HPV-16A. Au passage, ce type de représentation se trouve aussi chez Darwin. Alors là, pour le coup, c'est une des plus anciennes représentations d'un arbre comme ça, généalogique, on va dire, puisqu'elle date des carnets de Darwin, donc 1837, avant l'origine des espèces. Alors vous voyez, en toute modestie, il a écrit « I think », je pense, et voilà, cette diversification des espèces. D'ailleurs, il a aussi écrit ABCD, c'est formidable, ça. Il avait déjà vu les papillomavirus avant l'heure. Donc revenons à nos papillomavirus. Cette représentation qu'on fait ici, on peut la représenter en l'ancrant dans le temps. Donc là, on va regrouper un petit peu tous ces HPV-16A qui sont ici, les B, les C et les D, mais on va structurer ça dans le temps. Alors attention, le temps va en milliers d'années. Et un des intérêts de l'approche phylogénétique, comme on l'appelle, c'est justement qu'on a accès à cette dimension temporelle. Que nous dit cet arbre ? Il nous dit que les HPV-16A, il en existe toute une sorte, qu'on voit ici, mais leur ancêtre commun, leur apparition, date de l'ordre de 100 000 ans à peu près. Pour les HPV-16 B, C et D, vous voyez que eux, leur origine date plutôt aux alentours de 200 000 ans. Et surtout, l'ancêtre commun de tous ces HPV-16 connus daterait de l'ordre de 500 000 ans. Alors, je ne sais pas si ces échelles de temps vous parlent, 100 000 ans, 500 000 ans.
Pour ceux qui connaissent un petit peu l'évolution humaine, ça fait probablement résonner quelques idées. Et pour vous mettre sur la piste, j'ai une autre représentation qui vous dit où est-ce qu'on trouve ces HPV-16A, B, C ou D. En Afrique, on trouve très peu d'HPV-16A. Donc vous vous rappelez, A en bleu et en violet, c'est celui qui est le plus virulent, celui qui est le plus souvent associé à des cancers. On trouve plutôt B, C, voire D. A l'inverse, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, c'est plutôt HPV-16A qui est dominant. Donc on a deux types d'informations, enfin trois même. On sait que ces HPV-16A sont plus virulents que la moyenne, plus souvent associés à des cancers. On sait que ces HPV-16A ont un ancêtre commun qui date de l'ordre de 100 000 ans, alors que tous les HPV connus ont plutôt un ancêtre commun qui date de l'ordre de 500 000 ans. Et enfin, on sait que les HPV-16A sont moins présents en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Comment est-ce qu'on réconcilie tout ça ? Donc c'est des résultats qui ont été menés par l'équipe de mon collègue Nacho Bravo quand il était à Barcelone, avant d'être à Montpellier. Et bien, on réconcilie tout ça avec un peu d'histoire d'évolution humaine. Il y a 500 000 ans ou 600 000 ans, nos ancêtres vivaient tous heureux un peu partout en Afrique. Et vers 500 000 ans, c'est la première sortie d'Afrique, ce qui va donner naissance à l'homme de Néandertal, à l'homme de Denisova aussi en Asie. Et donc vous avez une divergence en termes d'espèces. D'un côté, ceux qui restent en Afrique vont devenir Homo sapiens, les autres vont diverger pour devenir Néandertal et Denisova. 100 000 ans, c'est la deuxième sortie d'Afrique. Homo sapiens, qui était uniquement présent en Afrique, sort d'Afrique et va conquérir l'Eurasie. On sait aujourd'hui qu'il y a eu des accouplements entre hommes de Néandertal et Homo sapiens. On a dans nos gènes, dans notre génome, des restes d'hommes de Néandertal. Et donc, a fortiori, si Néandertal et Sapiens ont eu des descendants, ils ont eu la possibilité d'échanger des infections sexuellement transmissibles. Et donc, l'hypothèse de mon collègue Nacho, c'est que quand Néandertal est sorti d'Afrique, excusez-moi, il y a 500 000 ans, allez, non, oui, non, non, voilà, Néandertal n'est pas sorti tout seul. Il a emporté ses papillomavirus, ces HPV-16, qui ont divergé de la même manière que Néandertal est devenu une espèce différente, que ceux qui sont sortis en premier d'Afrique, ces populations sont devenues Néandertal. Les HPV-16 qui sont sortis, qui étaient des proto-HPV-16A, ont divergé eux aussi. A l'inverse, les HPV des populations qui sont restées en Afrique ont elles aussi divergé pour donner B, C et D. Et lors de la deuxième sortie d'Afrique, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu une population d'Homo sapiens qui avait divergé en Afrique, qui s'est retrouvée en contact avec des HPV-16 auxquels elle n'avait pas été exposée pendant des centaines de milliers d'années. Et donc vous avez un passage, enfin, hypothétiquement, des HPV-16 de Néandertal vers Homo sapiens. Autrement dit, avec cette approche, on réconcilie un peu tous les éléments, c'est-à-dire on réconcilie le fait, les dates. L'ancêtre commun de tous les HPV-16 date d'avant la première sortie d'Afrique. L'ancêtre commun des HPV-16 connus date de ce qui circulait chez Néandertal il y a 100 000 ans et les regroupements aussi d'HPV-16 C, B ou D, eux, datent aussi de cette période-là. On réconcilie le fait qu'il y ait peu d'HPV-16A en Afrique, parce qu'en Afrique, en fait, c'était déjà colonisé par les autres HPV. Et enfin, on peut aussi réconcilier cette virulence accrue du HPV-16A qu'on peut interpréter comme une maladaptation du virus à son hôte. HPV-16A, d'une certaine manière, était adapté pour infecter l'homme de Néandertal. Au sein de la population d'Homo sapiens, il devient mal adapté. Et ça, c'est cohérent avec le fait que certains des gènes qu'on trouve dans notre génome de Néandertal sont des gènes associés à l'immunité d'une part, et aussi des gènes associés à la pigmentation et aux cellules de la peau, sachant que les papillomavirus ont un tropisme pour les épithéliums et les cellules de la peau. Une des limites, c'est évidemment qu'on ne va pas refaire le match, on ne peut pas retracer 100 000 ans d'évolution, donc on est obligé de se baser sur ces résultats moléculaires. Mais c'est une des illustrations de ce que la biologie de l'évolution peut apporter, à la fois sur l'histoire de la propagation des maladies, mais même sur des choses assez concrètes pour aller chercher des gènes de l'immunité impliqués dans la réponse aux infections. Plus concrètement, c'est exactement les mêmes outils qui ont été utilisés pour un certain virus venu de Chine il y a quelques années.
le SARS-CoV-2, évidemment. En fait, c'est comme ça qu'on sait, vous avez beaucoup lu des questions sur l'origine de l'épidémie. Comment est-ce qu'on est certain que, a priori, le virus est apparu fin 2019 en Chine? C'est avec exactement ces mêmes approches, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les génomes des premiers virus qui circulaient, faire ces arbres phylogénétiques, et en datant les événements dans ces arbres phylogénétiques, on peut retracer l'âge de la racine de l'arbre et voir que les premiers passages dans la population humaine dateraient, il y a un intervalle assez large, mais a priori dateraient d'après novembre 2019. C'est exactement les mêmes outils, mais appliqués à une échelle de temps différente. Dans le temps précédent, on était sur des centaines de milliers d'années parce qu'on était sur un virus qui évoluait lentement. Là, on est sur des échelles de temps en mois. Et toujours pour faire un peu d'autopromotion, mais dans l'équipe, c'est ça qu'on a utilisé en avril 2020 à l'échelle de la France, où en France, on a pu récupérer 198 génomes qui avaient été séquencés dans différentes régions. On a pu reconstruire ces arbres phylogénétiques, ces genres de généalogie, et ça nous a permis, on peut voir qu'il y a d'une part un regroupement entre virus qui proviennent des mêmes régions, ce qui est logique, si les personnes ont été infectées dans la même région, souvent c'est par les mêmes virus, et on peut dater les événements, vous voyez ici, tout ce qu'on appelle un clade, tout ce milieu de l'arbre ici, qui correspond en fait à la première vague épidémiologique, son ancêtre commun, sa date se situe fin janvier, début février. Et donc voilà, on a vraiment une utilisation aujourd'hui concrète, au jour le jour, des théories darwiniennes et de l'évolution des espèces. Donc pour les étudiants, j'ai fait un résumé des 3 points à retenir, mais les microbes évoluent rapidement et ils vont avoir des mutations qui vont s'accumuler au hasard dans leur génome, et finalement ces mutations laissent des traces, permettent de suivre comment ils se sont propagés. On suit un petit peu les virus à la trace de par leur génome, et c'est extrêmement utile parce que ça permet de dater des événements épidémiologiques, ça permet de retracer l'histoire des épidémies. Alors, jusque-là, toutes ces mutations, tout ça était neutre. Il n'y avait pas de différence. Je vous ai dit qu'HPV-16A était plus virulent. La question de pourquoi les virus sont virulents est une question assez fondamentale, assez centrale. Et c'est quelque chose dont je voulais parler aujourd'hui parce qu'on en a beaucoup entendu parler sur Covid. Vous avez probablement entendu dire que le virus allait devenir avirulent, que tous les virus finissent par devenir bénins, que c'est ce qu'on observe toujours. Alors j'ai trouvé cette citation que j'ai traduite qui, ici, en fait, plus un microbe est virulent, plus la mort résultera rapidement de l'infection et moins il aura d'opportunités de s'échapper. Il y aura donc une sélection des variétés qui végètent, ce qui leur permet de s'échapper. Les variétés qui survivront perdront leur qualité invasive et virulente. En gros, l'idée, c'est que si vous êtes un virus, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or, il ne faut pas tuer votre hôte, sinon vous ne vous transmettrez pas. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de quand date cette citation, qu'on entend encore à peu près à la radio, pas telle quelle, parce que le style a un peu changé, mais... Alors, ce n'est pas Pasteur, c'est très intéressant que vous mentionniez Pasteur, parce que Pasteur est très proche de ces résultats-là. Pasteur s'interroge sur pourquoi certaines variétés sont virulentes, mais, alors là c'est de l'interprétation, on va dire, peut-être psychologique, mais... Poser cette question pour Pasteur revient à poser la question des origines et revient potentiellement à questionner des convictions religieuses. Et donc Pasteur mentionne cette chose sans trop en parler et va pas trop s'attacher à y répondre. Mais c'est presque Pasteur, c'est un Theobald Smith qui est un des premiers microbiologistes américains, qui est un disciple de Pasteur, même s'il ne l'a jamais vraiment rencontré, mais on peut vraiment le qualifier comme un pasteurien, qui a un peu fondé la microbiologie clinique aux États-Unis, et il écrit ça en 1887, dans l'American Naturalist, d'ailleurs, qui est un journal dans lequel on publie encore aujourd'hui dans notre communauté. Et donc c'est ce que pense Theobald Smith. Il dit, certes, un virus, il ne parlait pas de virus, mais mettons un parasite, comme aujourd'hui le SARS-CoV-2 apparaît, est aujourd'hui très virulent, mais les variétés moins virulentes vont être sélectionnées, et si on attend assez longtemps, le virus sera bénin. Pour vous illustrer pourquoi ça ne marche pas, on sait qu'il y a des virus ou des parasites qui sont apparus il y a très longtemps. On a des traces de la tuberculose, par exemple, dans l'Égypte antique. On sait que la tuberculose était déjà virulente au temps des Égyptiens.
Je vais vous l'illustrer avec un autre virus qui circule depuis plus d'un siècle maintenant dans la population humaine. Alors, pareil, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Le VIH, c'est un des virus les plus virulents d'une certaine manière, puisque, à part deux, voire deux, je crois que c'est 2 cas aujourd'hui, personne n'a guéri d'une infection au VIH, à part 2 personnes qui à ce jour n'ont pas fait de réactivation. Et donc l'issue, en l'absence de traitement, est toujours fatale. Une infection au VIH, ça se déroule en 3 grandes phases, en absence de traitement, encore une fois. Vous avez une première phase qui s'appelle la phase aiguë, où la quantité de virus dans le sang va augmenter très vite, un peu comme dans une infection aiguë type grippe. Enfin, grippe, c'est pas dans le sang, mais comme une infection aiguë, suivie d'une diminution tout aussi rapide. Mais la différence par rapport à une infection aiguë, c'est qu'il n'y a pas de clairance de l'infection. On va avoir une stabilisation de la charge virale, ce qu'on appelle la charge virale asymptotique ou set point, comme disent les Anglais. Et donc là, on va entrer dans une phase chronique ou aussi appelée asymptomatique, pendant laquelle la charge virale semble assez constante. Alors, il ne faut pas s'y laisser tromper. Au début, les chercheurs pensaient que le virus était un petit peu en dormance. En fait, c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Il y a des milliers de virus qui sont produits chaque jour et des milliers de virus qui sont détruits. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est en fait un résultat de quelque chose, d'un processus très intense qui se produit. Cette phase peut durer quelques mois à plusieurs années. Et quand les cellules immunitaires, qui sont représentées en bleu, passent sous un seuil critique, ici à 200 cellules par millilitre, c'est le début de ce qu'on appelle la phase SIDA, proprement dite, qui va se caractériser par une reprise de la croissance de la charge virale et, comme je vous disais, en l'absence de traitement, à la mort des patients. Alors, c'est compliqué de parler de virulence dans ce cas-là, vu que tout le monde finit par décéder, toutes les personnes porteuses. Donc, on définit souvent la virulence comme le temps avant le début de la phase SIDA. Si la phase SIDA se produit très tôt, on va dire que l'infection est très virulente, et sinon, on va dire qu'elle est moins virulente. Un des points frappants, si on échantillonne la population de personnes porteuses du VIH, par exemple, là, c'est des données qui ont été obtenues sur la cohorte d'Amsterdam, c'est que vous avez une grande variabilité au niveau de cette charge virale. Donc là, je vais parler de la charge virale de la phase chronique ici, qui est relativement stable. Là, c'est ce qu'on appelle une distribution, c'est le nombre de personnes que vous trouvez qui ont 100 copies de virus par millilitre de sang, 1000, 10 000, 100 000 et 1 million. On est sur une échelle logarithmique. Pour que vous vous représentiez ce que ça fait au niveau biologique, pour une personne qui a là, à peu près, vous voyez, de l'ordre de 1000 à 2000 copies par millilitre, ce qui est représenté là-dedans, c'est le nombre de particules virales que vous auriez dans une goutte de sang. Si vous faites la même chose pour une personne qui a 100 000, plus de 100 000 copies par millilitre, voilà le nombre de particules virales que vous verriez. Donc vraiment des différences biologiques majeures selon les personnes que vous allez étudier, avec une distribution, fameuse courbe en cloche, où vous avez une moyenne avec la majorité des personnes qui ont une charge virale de l'ordre de 10 000 copies. Donc une grande variabilité de cette charge virale. Ce qui est frappant, c'est des données là, qui datent d'avant les trithérapies, c'est que la survie des personnes porteuses de l'infection, donc cette virulence, est très fortement liée à la charge virale. Les personnes qui ont une charge virale très élevée pendant la phase chronique décèdent très rapidement. Vous voyez que la phase SIDA commence en 1 à 4 ans. À l'inverse, les personnes qui ont très peu de virus dans le sang vont rester en vie beaucoup plus longtemps. Vous avez une phase SIDA qui peut commencer 20 ans après l'infection. Donc on retrouve en fait cette variabilité qu'on voit ici, mais massive, et en plus, elle est associée à des différences majeures en termes de virulence. Si on en croit ce que disait l'ami Theobald Smith, la sélection naturelle devrait favoriser ces virus-là, puisqu'ils maintiennent leur hôte en vie. Enfin, le virus ne maintient pas activement son hôte en vie, mais les personnes qui sont infectées par des virus ayant des charges virales très faibles vont survivre beaucoup plus longtemps et donc avoir beaucoup plus de temps pour transmettre l'infection. À l'inverse, les virus qui sont associés à des infections très courtes devraient être contre-sélectionnés, parce qu'il y aura beaucoup moins de temps pour créer des infections secondaires. Pourquoi donc est-ce qu'on n'a pas observé,
pourquoi est-ce qu'on observe ça? Pourquoi est-ce qu'on n'observe pas le virus a eu plus d'un siècle pour évoluer? Pourquoi est-ce que ce n'est pas ces infections-là qui sont majoritaires? Eh ben, la réponse, c'est que la durée de l'infection n'est qu'une des deux composantes de ce qu'on appelle le succès reproducteur du virus, la fitness en anglais, aussi appelé R0, vous avez peut-être vu à l'occasion du Covid. Si on se place du point de vue d'un virus, d'une infection, celle qui va être sélectionnée d'un point de vue darwinien, c'est l'infection qui va produire le plus d'infections. Ce qu'on appelle le nombre de reproduction, c'est le nombre moyen d'infections secondaires que je cause. Si je suis infecté par un virus qui infecte en moyenne 3 autres personnes, je vais causer une épidémie beaucoup plus importante que si je suis infecté par un virus qui n'infecte qu'une personne en moyenne. C'est représenté ici, vous voyez, c'est très Covid, mais vous voyez que le R0, par exemple, en France, en mars 2020, était de 3. Et donc là, une personne en infecte 3, chacune en infecte 3. Et donc vous voyez qu'en 3 générations, vous êtes déjà à 40 infections. Pour un R0 de 6, vous êtes à 259, etc. etc. Vous avez des R0 pour différentes infections. Vous voyez que pour la rougeole, c'est extrême. Si une personne a la rougeole dans cette salle et que personne n'est vacciné ou immunisé, 15 personnes seront infectées en moyenne, et c'est une moyenne. Ce R0, il résulte de la durée d'infection. Plus l'infection est longue, plus je risque d'infecter de personnes, mais il résulte aussi de la contagiosité. C'est aussi cette différence qu'on voit entre rougeole, par exemple, ou Ebola. La rougeole est beaucoup plus contagieuse. Et bien c'est ça qui se passe sur le VIH. Sur le VIH, je vous ai montré qu'une seule partie du problème. Je vous ai montré que la charge virale faible causait des infections plus longues. Mais quand on croise ça avec la contagiosité, qui est la deuxième facette du succès reproducteur du virus, et vous voyez que ces infections qui, du point de vue du virus, semblaient optimales, elles sont aussi très peu contagieuses. À l'inverse, les infections associées à une charge virale extrêmement élevée sont, elles, extrêmement contagieuses. Ce qui est logique, si vous avez beaucoup de virus dans le sang, vous êtes beaucoup plus contagieux. Et donc on se retrouve un peu avec ce qu'on appelle un compromis évolutif du point de vue du virus, qui, encore une fois, ne fait pas de choix conscient, mais il y a un petit peu deux stratégies. Une stratégie, c'est de causer des infections longues, mais peu contagieuses. Et une autre stratégie, c'est de causer des infections courtes, mais extrêmement contagieuses. Quand on prend la résultante entre les deux, donc en fait, quand on multiplie ces deux courbes, on obtient ce que Christophe Fraser appelle le potentiel de transmission, qui est un petit peu la même chose que le R0 dont je viens de parler. Et on voit que ce potentiel de transmission est plutôt maximisé pour des charges virales intermédiaires. C'est-à-dire qu'avec une virulence intermédiaire, vous allez optimiser la transmission du virus. Là où c'est très frappant, c'est quand vous allez regarder les vraies données, c'est un petit peu ce qu'on voit. C'est-à-dire que ces charges virales qu'on voyait comme étant les plus fréquentes sont celles qui semblent être associées à cet optimum de transmission du virus. Alors, quelques diapositives pour vous montrer que cet optimum, le VIH avec cet optimum, le VIH ne semble pas être devenu moins virulent. Quand on regarde la charge virale depuis l'apparition dans les années 80, on a plutôt vu une augmentation jusqu'aux années 2000. On pourra reparler de cette baisse si vous voulez. Et même encore plus récemment, ça c'est un article qui a fait la une de la revue Science l'année dernière, où on a détecté une lignée hyper virulente de VIH qui serait apparue dans les années 90 aux Pays-Bas. Et on peut la voir, encore une fois, on retrouve toujours ces arbres phylogénétiques. Donc là, chaque point, c'est une séquence de VIH et la couleur vous indique la charge virale. Donc plus c'est jaune et plus les patients avaient une charge virale élevée. Et donc vous voyez que vous avez tout ce groupe-là, tout ce cluster, comme on dit, de patients qui avaient des charges virales très très élevées. Et donc ils ont pu montrer que ça avait émergé au début des années 90 et que ce cluster s'était propagé d'autant plus fortement avec la mise en place des traitements antirétroviraux. Donc en résumé, malheureusement, on ne s'attend pas à ce que les maladies infectieuses deviennent moins virulentes. En fait, il y a une confusion là derrière, qui est qu'on confond souvent la virulence et la létalité. La virulence, c'est une propriété un peu intrinsèque du virus. C'est-à-dire que vous prenez une personne qui n'a pas été vaccinée, pas été traitée, quelles sont ses chances de survie? La létalité, elle, inclut un peu tout. Et sur le VIH, typiquement, la létalité a énormément diminué. Aujourd'hui, avec les trithérapies, on a des conditions de vie quasiment normales pour les personnes porteuses. Donc le VIH en tant que tel, grâce au progrès thérapeutique, est plus létal.
il n'en reste pas moins que le virus est toujours aussi virulent, voire sa virulence a augmenté. D'une certaine manière, on ne voit pas cette augmentation de virulence grâce au traitement. Donc il faut vraiment distinguer ce qui est la propriété génétique du virus, le côté darwinien, de ce qui est les conditions de vie et les conditions de prise en charge. Et ça, pour dire quelques mots sur Covid, pour continuer, c'est quelque chose qu'on a vu avec Covid. Alors je mets le alpha parce que, en tant que biologiste de l'évolution, l'émergence du variant alpha a été un des événements les plus importants, j'ai trouvé, dans la pandémie, parce que on a déjà vu des épidémies qui causent des confinements, rarement en France, mais dans le monde. Mais avec le variant alpha, c'était la première fois qu'on avait un variant, donc des mutations d'un virus circulant qui conduisait à un confinement dans plusieurs pays. Donc c'est vraiment une illustration sur pourquoi il est important non seulement d'étudier les maladies infectieuses, mais en plus d'étudier leur évolution, parce que là c'est un cas emblématique maintenant où l'évolution a conduit à des problèmes sanitaires majeurs en un temps très court. Et un des points frappants, en tout cas jusqu'au variant Delta, c'est qu'on retrouvait un peu cette idée dont je viens de parler sur le VIH, c'est-à-dire que ces variants étaient plus contagieux, ils avaient des R0 plus élevés, mais ils étaient aussi plus virulents. Les comparatifs qui ont été faits à période temporelle égale entre les infections causées par le variant alpha ou les infections causées par les lignées ancestrales montraient que, en gros, il valait mieux être infecté par les variants ancestrales que par le variant alpha. C'était fait à une date constante, à des conditions à peu près comparables. Même chose, quand on a comparé le variant delta et le variant alpha, on a vu que le variant delta était plus contagieux. Donc on retrouvait vraiment ce lien entre contagiosité et virulence, entre contagiosité et virulence qui s'interprète de manière intuitive, dans le sens où pour être contagieux, il faut produire des nouvelles particules virales, et produire des nouvelles particules virales nécessite de nuire à son hôte. Donc on a malheureusement observé ça sur le Covid, avec, là on pourra en revenir aussi dans la discussion, l'exception un peu Omicron. Donc Omicron avait une virulence qui était comparable aux lignées ancestrales, mais une virulence bien moindre que Delta. Et on réconcilie ça en fait avec le cadre théorique, avec l'idée qu'il y a une troisième dimension qui s'est rajoutée avec Omicron. En fait, Omicron est apparu dans un monde où les gens étaient vaccinés, étaient immunisés après avoir été infectés, et du coup, on n'est plus dans ce diptyque, on va dire, entre virulence et transmission. Il faut prendre en compte l'évasion immunitaire, ce qui complique un petit peu l'histoire. Voilà. Donc, je voulais parler de cette évolution de la virulence pour vraiment rappeler que virulence n'est pas létalité, qu'effectivement, on a l'impression que plus on a plus on connaît une maladie infectieuse, moins elle devient virulente. Mais non, c'est juste qu'elle est mieux prise en charge, on développe des vaccins, on développe des traitements, donc l'impact sur la santé publique est diminué. Mais si ce même virus, cette même bactérie touchait une population non vaccinée, on verrait toute sa virulence. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec Omicron d'ailleurs, où Omicron en France, la première vague a quand même fait beaucoup de décès, mais ce n'était pas du tout comparable avec les régions non vaccinées où Omicron a frappé, entre autres la Chine, parce que le vaccin était quand même moins efficace, où là on a vu qu'en fait cette baisse, qu'on pensait être une baisse de virulence, était en fait une meilleure prise en charge et une baisse de létalité. Et donc malheureusement, on ne s'attend pas nécessairement à ce que la virulence diminue, entre autres parce qu'il y a des compromis adaptatifs. La virulence est souvent associée à des choses qui, du point de vue du virus, sont bénéfiques. Et on le voit dans le cas du VIH, où sa virulence semble avoir augmenté depuis son émergence, et même pour le SARS-CoV-2, jusqu'à ce que Omicron apparaisse et que l'évasion immunitaire change la donne. Je pourrais dire quelques mots... Est-ce que vous préférez que je termine sur Covid ou sur les traitements en général ? Traitement en général. Donc, ça fait un peu une transition avec ce que je disais sur la létalité. On développe des nouveaux traitements, on développe des nouveaux vaccins, et on peut vraiment voir ça comme ce qu'on appelle, nous, dans le champ, une coévolution. C'est-à-dire que les virus, les bactéries évoluent, mais nos réponses à ces épidémies évoluent aussi. C'est quelque chose qui est très frappant sur les antibiotiques, où c'est un diagramme qui a été réalisé par David Kennedy pendant sa thèse, où il a représenté là-dessus les dates de découverte de différents antibiotiques et les dates de documentation des premières résistances. Vous voyez que pour les antibiotiques, on a généralement assez peu de temps
avant que les premières résistances apparaissent. Et ce temps diminue. On a vraiment une problématique de généralisation de la résistance au traitement qui est majeure. C'est beaucoup moins le cas pour les vaccins. Pour les vaccins, au contraire, on a assez peu de virus, de bactéries qui échappent ou qui résistent au vaccin, et quand ça se produit, ça se développe assez tard. Au passage, sur les antibiotiques, c'est quelque chose qui est assez bien documenté. Bon, là, c'est des données qui datent un petit peu, mais c'était des Hollandais qui, en 2005, avaient croisé l'utilisation de pénicilline dans les différents pays européens par habitant, avec le pourcentage de souches de streptocoques résistantes qui avaient été diagnostiquées dans les hôpitaux. Et vous pouvez voir que dans les pays, par exemple les Pays-Bas, qui utilisent très peu d'antibiotiques, aux Pays-Bas, il y avait vraiment une grosse aversion, enfin une limitation très forte de l'utilisation des antibiotiques, vous aviez quasiment aucune souche résistante détectée dans les hôpitaux. À l'inverse, dans ce pays là-haut, qui était celui qui prescrivait le plus d'antibiotiques par habitant, quand vous alliez après croiser le pourcentage de souches résistantes dans les hôpitaux, vous aviez des nombres très élevés. Donc une illustration en fait de cette coévolution, c'est-à-dire que les politiques de santé façonnent aussi les épidémies auxquelles on est confronté. Sur pourquoi c'est extrêmement problématique sur l'antibiorésistance et beaucoup moins sur les vaccins, c'est en fait lié à des problématiques d'évolution sur lesquelles je pourrais revenir. Mais en fait, quand vous vaccinez, généralement vous êtes vacciné en prophylaxie, vous êtes vacciné avant l'infection. Donc il y a beaucoup moins de bactéries, il y a beaucoup moins de diversité génétique, et du coup ça rend la vie plus compliquée à la bactérie ou au virus pour évoluer. À l'inverse, quand vous traitez, généralement vous traitez quasiment au pic de l'infection. Donc vous êtes sur une taille de population extrêmement élevée, avec potentiellement beaucoup de diversité, beaucoup de mutants déjà présents, et c'est pour ça que les vaccins résistent beaucoup mieux à la résistance que les traitements. Bon, je pense que je vais passer là-dessus. C'est un exemple que je décris dans le bouquin d'évolution en réponse à un vaccin. Et je vais passer là-dessus aussi. Un point intéressant, c'est que c'est des problématiques qui sont prises en compte aujourd'hui, notamment sur la polio. Vous avez peut-être entendu parler des épidémies de polio qui ont eu lieu l'année dernière. La polio, les épidémies aujourd'hui sont souvent des épidémies de réversion de la souche vaccinale. Parce qu'il y a 2 vaccins polio. Un vaccin qu'on utilise plutôt en France, qui est un vaccin inactivé. Donc il n'y a pas de risque, je dirais. Mais le problème, c'est que ce vaccin, la polio, c'est une transmission orofécale, et ce vaccin ne marche bien que dans des conditions sanitaires optimales. Dans des pays où les conditions sanitaires sont moins bonnes, on utilise un autre vaccin qui marche beaucoup mieux, mais qui malheureusement est un vaccin atténué et transmissible. C'est-à-dire que si vous êtes vacciné, en fait, vous allez vacciner votre voisin. Ce qui est assez séduisant quand même pour les anti-vaccins. C'est-à-dire que, bon, voilà. Le problème, c'est qu'on a parfois des réversions de cette souche, ce qui est représenté ici. Cette souche vaccinale, parfois, va redevenir virulente. Et ces dernières années, les principaux outbreaks, les principales épidémies de polio qu'on a eues, c'était des réversions de cette souche vaccinale. Donc il y a un gros effort pour essayer de développer un vaccin qui n'ait pas ce problème-là. Et c'est un gros article de 2019 qui est une des premières conceptions de vaccins evolution proof, on va dire, où ils ont conçu la séquence de la souche vaccinale de telle manière à empêcher les réversions et en particulier la recombinaison au sein du virus. Donc c'est des problématiques qui peuvent être prises en compte. Et bon, ça je peux passer. L'idée importante étant que voilà, il faut prendre en compte cette coévolution. Je passe sur Covid, on pourra en parler si vous voulez. Il faut en fait anticiper cette évolution virale. On aime un peu trop les histoires en biologie de l'évolution, mais on a souvent cette histoire qui vient du conte de Lewis Carroll, Au travers du miroir, de la Reine Rouge, où Alice court avec la reine et en fait elles restent toutes les deux sur place. Et c'est un petit peu cette idée-là avec les parasites qui est que on est dans une course, il faut savoir l'anticiper. En particulier parce que chacune de nos décisions peut conduire à une réponse évolutive des virus, des bactéries, qui risque, qui pourrait empirer la situation. Donc il faut évidemment contrôler les maladies infectieuses, mais essayer d'avoir un temps d'avance dans cette course coévolutive. Voilà, je vais conclure là-dessus pour avoir un peu de temps pour des questions, et sinon, n'hésitez pas après la session si vous voulez.
Merci Samuel. Alors pour les questions, pour qu'elles puissent être enregistrées, il faut vraiment le micro. Donc vous levez la main, j'essaie de courir, et puis quand je suis trop essoufflée, ben non, c'est Thierry, il sait que j'aime pas courir. Merci. Moi, j'avais une question juste dans la dernière partie de ton topo. Tu compares quand même les contournements aux antibiotiques et aux vaccins, mais c'est quand même pas du tout les mêmes mécanismes d'action. Donc, c'est pas les mêmes cibles. Oui. Enfin, après, tout dépend à quel niveau d'abstraction on se place, mais c'est une génération d'un mutant. Bah, tu as des vaccins sur les vaccins sur les bactériens, sur les méningocoques, qui visent vraiment certaines capsides. Enfin, capsides. Certaines. Si, c'est capsides pour les bactéries. Enfin. Membrane. Certaines la paroi sur la paroi. Et là, on peut avoir des phénomènes de recombinaison, d'échange de. D'accord. Donc, ok, un vaccin mais, qui mais effectivement, je me place d'un point de vue conceptuel sur l'idée d'un mutant et d'une approche de santé publique, c'est-à-dire comment est-ce que ça se fait que les vaccins. Voilà. Parce qu'on pourrait aussi parler du cancer, mais il y a vraiment cette idée de quand est-ce qu'on administre le traitement. C'est vrai que s'il y avait des traitements prophylactiques, on pourrait reprendre la même approche, ou des vaccins thérapeutiques, on pourrait reprendre le même raisonnement. Pour rebondir, je pense qu'aussi pour les antibiotiques, la nouveauté des antibiotiques est souvent assez relative. On modifie des molécules qui sont dont la base est la même en fait, donc c'est peut-être ça peut aussi contribuer à l'apparition plus rapide de résistance. Oui, après, c'est vraiment quelque chose qu'on voit sur les antiviraux, les antipaludéens. Enfin, c'est vrai que, il y a cette idée de où en est l'infection quand on la combat, qui est on pourrait faire encore plus générique, quoi. Parce que les mêmes problématiques se posent sur le cancer aussi. On a cette idée-là qui est est-ce qu'il vaut mieux traiter très tôt ou contrôler l'infection pour limiter les résistances. Donc c'est vraiment un enjeu un peu global. Enfin, comme dit Andrew Reid, c'est vrai qu'on découvre peu de nouvelles molécules aujourd'hui, donc autant le XXe siècle a été le siècle de la découverte des molécules, en particulier des antibiotiques, autant le XXIe siècle sera plus le siècle d'essayer de limiter l'évolution des résistances, parce qu'on en découvre assez peu de nouveaux. Donc la problématique change un petit peu entre découverte et éviter la résistance. Voilà. Ta présentation. Alors, c'est abordé dans ton bouquin, mais tu ne l'as pas du tout mentionné ici lors de la présentation. Pour ce qui est de l'émergence, en fait, les mécanismes d'émergence, on entend beaucoup de choses. Je suis assez critique personnellement sur les choses qu'on entend, notamment l'effet du réchauffement climatique, l'effet de donc, ça va être un peu à l'encontre de ce que va nous présenter Serge, mais je trouve qu'on parle très peu des erreurs humaines, en fait, et notamment, tu as mentionné Ebola. Ebola, il semble assez évident que, notamment sur les premières épidémies, l'utilisation de 4 seringues par hôpitaux jamais nettoyés a clairement contribué à la mise en place d'épidémies. Et au jour d'aujourd'hui, ou encore un exemple avec le choléra, par exemple, où avant d'avouer que c'était les casques bleus, on a dit que c'est le réchauffement climatique qui contribue également. Mais j'aimerais bien avoir ton ressenti sur un petit peu sur ces mécanismes d'émergence. Ça marche aussi avec le sida, en fait, avec la prostitution, notamment au moment où le sida est arrivé dans ces grandes villes d'Afrique et où il a été montré qu'il y avait eu une explosion des cas liés notamment à l'exposition, à la prostitution et autres. Et c'est des choses, je trouve, qu'on aborde très peu. On entend beaucoup parler de l'effet de la perte de la biodiversité, l'impact du changement climatique, mais peu de ce qu'on fait mal, nous. Ouais. C'est vrai que les maladies infectieuses reflètent un petit peu nos modes de vie. Hein. Il y a des études assez... donc j'essaie de pas trop parler de ce qu'il y avait dans le bouquin, justement, pour faire de la pub dans le bouquin. Mais il y a eu des études, justement, qui ont été voir sur faire des analyses sérologiques, donc aller voir les anticorps, voir quel virus, bactéries auxquels vous avez été exposé dans différentes populations. Et même aujourd'hui, quand on prend des populations très reculées en Amazonie, on voit que c'est des types de parasites, des types d'infections bien différents qui circulent. C'est plutôt des infections chroniques et assez peu des infections aiguës qui, elles, sont caractéristiques
des grands centres urbains, parce qu'en fait, si l'infection est très courte, tout simplement, s'il faut arriver à trouver un nouvel hôte dans une semaine, c'est très compliqué. Si on vit en ermite, c'est beaucoup plus simple si on habite dans un centre urbain. Donc clairement, il y a cet effet-là. Après, sur l'origine, il y a deux choses. C'est qu'il y a assez peu d'exemples documentés d'épidémies majeures qui soient causées par vraiment des fuites de labo. Il y a, on pense, l'exemple de ce qu'on appelle la grippe russe, qui pour le coup serait une ressortie de la grippe espagnole sur laquelle travaillaient les Russes, qui serait partie du labo. Des exemples de SRAS ou Ebola. Un des points sur l'origine, clairement, voilà, les modes de vie sont des facteurs accélérants. Un des points importants, c'est aussi le côté événement rare. C'est-à-dire qu'on a potentiellement assez souvent des petites épidémies, mais qu'on ne voit pas. Et les grosses épidémies sont des phénomènes assez rares. Et au final, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup discuté sur Covid, qui est encore un débat aujourd'hui. Est-ce qu'en gros c'est vraiment parti que de la zoonose à 100%, ou est-ce qu'à un moment il y aurait eu, clairement il n'a pas été fait en labo, mais est-ce qu'il y aurait eu un échantillonnage de population naturelle et ensuite une fuite? C'est des choses tellement rares que, pour comparer, par exemple en France, où on surveillait le virus, on savait qu'il risquait de venir. Ce que je montre là sur l'analyse des génomes, c'est on pense que la première vague a débuté fin janvier. Les premiers génomes qu'on a de la première vague datent de la voire fin février. Donc, même en surveillant un virus, en sachant qu'il pouvait venir, on n'a pas été capable de détecter des premiers cas plus tôt que ça. Donc, les débuts d'épidémie, et c'est là où il y a un peu, je pense, d'une certaine manière, des biais cognitifs, c'est-à-dire que c'est des événements rares, donc notre cerveau a énormément de mal à appréhender ça, et d'une certaine manière, c'est plus naturel de se dire, il y a eu un problème en labo, quelqu'un a fait une erreur, plutôt que de se dire il y a eu un réservoir naturel qui a infecté une population domestique, qui a infecté une personne. Et probablement que le côté zoonose est plus vraisemblable, mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté perception qui est délicat. Et après, je pense que Serge Morand discutera des phénomènes là-dessus, mais oui, il y a énormément à faire déjà sur... dire qu'il y a énormément de problèmes de santé publique aujourd'hui qui sont extrêmement concrets et documentés, alors qu'effectivement, on met peut-être beaucoup de focus sur des choses qui sont plus incertaines. On est d'accord. J'ai une question, merci pour cette présentation vraiment très intéressante. Une petite question pratique concernant le VIH. Vous avez montré un graphique montrant la contagion au cours de l'épidémie et qui montrait une diminution après les années 2000, au moins après les années 2000. Est-ce qu'il y a des choses concrètes pour expliquer cette diminution? Est-ce que c'est la prophylaxie, les traitements, la prévention? Alors, c'est... En fait, ça marche assez bien avec ce que prédit la théorie, mais les auteurs de l'article ont l'air de dire que c'est pas ça. Un des changements qui a eu lieu à partir à peu près fin des années 90 et années 2000 jusqu'en 2009-2010, c'est que on avait les trithérapies, on avait les traitements, mais les guidelines, les protocoles étaient de pas traiter tout de suite, d'attendre en fait que les lymphocytes CD4, qui sont les cellules immunitaires qui à la fois combattent l'infection et sont infectées par le virus, c'est ça qui cause le problème, que ces lymphocytes passent sous un seuil un peu critique. Donc on retardait la mise en place du traitement. Une des raisons était que les traitements étaient assez lourds, avaient beaucoup d'effets secondaires, et donc voilà. Une autre raison était aussi qu'il y avait des risques de résistance. Il se passe un changement après en 2010 qui n'est pas documenté là-dessus, c'est qu'on va basculer. En fait, il y a des études qui montrent que les personnes sous trithérapie ne transmettent plus. Aujourd'hui, c'est des campagnes que vous avez dû voir. Si vous êtes porteuse d'une infection au VIH et avec un traitement, vous êtes virtuellement non infectieux. Donc aujourd'hui, on traite tôt. Cette diminution, elle est cohérente avec ce traitement retardé, parce que si on traite tard, si on attend que l'infection passe sous un certain seuil, que les cellules immunitaires passent sous un certain seuil, ça veut dire qu'on va traiter très tôt les infections très virulentes, parce que les cellules CD4 s'effondrent rapidement, et en revanche, on va traiter beaucoup plus tard les infections moins virulentes.
Donc d'une certaine manière, on sélectionnerait pour les infections moins virulentes, parce qu'à partir du moment où on traite, on coupe la transmission. Donc ce pattern, il est cohérent avec ce traitement qui se fonde finalement sur la virulence, où on traite beaucoup plus rapidement les infections virulentes, et du coup, de cette manière-là, on favoriserait les infections moins virulentes. L'interprétation me plaît beaucoup. Encore une fois, les auteurs, je ne sais plus si c'était en discutant avec les auteurs directement, où ils avaient l'air de penser que ce n'était pas une pression sélection suffisante pour l'observer, mais ça marche assez bien avec ce résultat. En revanche, dans ce papier-là, eux, pour le coup, c'est ça qu'ils invoquent pour expliquer l'explosion du clade virulent qui serait apparu dans la fin des années 90, mais qui aurait vraiment explosé plus récemment, qui serait vraiment propagé plus récemment. C'est cette idée que, en traitant tôt, finalement, on sélectionne, pour le coup, si on traite toutes les infections dès la découverte, là, on favorise les infections qui ont causé le plus d'infections secondaires avant le traitement. Donc là, on favorise les infections plus virulentes. Donc eux, Chris Weimont, c'est l'équipe de Christophe Fraser, eux, ils n'ont aucun scrupule à mettre sur le dos des politiques sanitaires l'émergence de leurs variants. Pour le précédent, c'est cohérent avec ce qui se faisait, mais bon, je suis moins affirmatif. Oui. Une dernière. On m'entend? Oui, ça y est. Hop. Dernière question. Merci. Vous avez prononcé le nom d'Ernst Mayr au début. Oui, c'est quelqu'un que j'ai bien connu d'ailleurs. Et en quoi est-ce qu'il réconcilie Darwin et Pasteur? Ah non, il ne les réconcilie pas du tout. Lui. Ah bon, d'accord, j'ai mal compris. Donc Ernst Mayr, je le citais parce que c'est vraiment lui qui a conceptualisé cette existence des deux biologies, comme il l'appelait. Oui. Et donc l'une plutôt sur le fonctionnement, qui est vraiment la biologie moléculaire, et l'autre qui est plus sur les processus, qui est plutôt la biologie des populations, la biologie évolutive. Donc Mayr est du côté de Darwin, lui. Très net. Il analyse les deux, c'est-à-dire il dit il y a deux écoles de pensée différentes, il y a deux approches de la biologie différentes, et ce qu'on voit plus récemment, après Mayr, entre autres, je pense, avec les progrès qui ont été faits sur l'analyse des génomes, des séquences, on voit un peu une convergence entre ces deux champs, c'est-à-dire aujourd'hui les gens qui faisaient uniquement des expériences en laboratoire, dans des milieux très contrôlés, type pasteurien, vont aller faire un peu les mêmes types d'études, mais in natura, parce qu'aujourd'hui, les techniques permettent d'extraire l'ADN, d'analyser les choses en conditions naturelles. Et à l'inverse, les personnes qui étaient plutôt d'une approche, on va dire, darwinienne, qui travaillaient sur l'évolution des espèces, vont s'intéresser aujourd'hui à l'évolution des maladies infectieuses. Donc voilà, on voit vraiment, et mon interprétation, c'est que c'est beaucoup poussé par les progrès technologiques. Mais Mayr n'a pas fait ça. Non, pas du tout. Mayr, lui, commentait, et c'est même lui plutôt qui a formalisé le fait que la biologie s'était scindée, en gros, après les années 40 et l'essor de la biologie moléculaire. D'accord, merci. Merci beaucoup, Samuel.